Tu es allé faire le plein cette semaine? Alors tu l'as senti passer, l'essence a franchi la barre des 2 euros le litre de manière permanente et ce n'est pas fini. Ce qui se passe en ce moment au Moyen-Orient, le blocage du détroit d'Ormuz, la guerre entre les États-Unis, Israël et l'Iran, ça ne reste pas là-bas, ça arrive directement dans ton portefeuille. Dans cette vidéo, on va tout décortiquer ensemble, le pétrole, les discours politiques, les vraies aides et la vraie question, est-ce que la voiture électrique peut vraiment te sortir de là? Tu entends parler du détroit d'Ormuz depuis des semaines, mais concrètement, c'est quoi? C'est un bras de mer entre l'Iran et Oman et 20% du pétrole mondial y transite. Résultat, l'Agence internationale de l'énergie a qualifié ça de la plus importante perturbation d'approvisionnement de l'histoire. Et selon l'expert en énergie Thierry Brault, on a perdu l'équivalent d'1 million de barils par jour depuis le début du conflit. Quand tu vois le prix monter à la pompe, c'est ça derrière. La crise des carburants est partie pour durer des années. Les consommateurs européens doivent non seulement s'y préparer, mais aussi en tirer les conséquences. C'est l'analyse sans détour du commissaire européen à l'énergie et au logement, Dan Jorgensen. This is not a short-term, small increase in prices. This is a crisis that is probably as serious as the 1973 and the 2022 crisis combined. And this means that we are looking into some very difficult months or maybe even years, depending, of course, on the development in the Middle East. But even in a best-case scenario, it's still bad. Pour Dan Jorgensen, la guerre coûte à l'Europe 500 millions d'euros par jour et l'UE doit tourner le dos à sa dépendance aux énergies fossiles. L'inquiétude grandit notamment face au risque d'une éventuelle pénurie de kérosène. 20% du carburant de l'aviation consommé par l'Union européenne transite habituellement par le détroit d'Ormuz et la saison touristique approche à grands pas. L'Agence internationale de l'énergie estime à environ 6 semaines les réserves européennes de kérosène. Selon la chef de la diplomatie européenne Kaja Kallas, en cas de reprise des combats, le coût serait très élevé pour tout le monde. Bonne nouvelle et mauvaise nouvelle. La bonne, la France ne dépend pas massivement du pétrole du Golfe, seulement environ 12% de ses importations viennent de là. Elle a aussi 90 jours de réserves stratégiques, un minimum imposé par l'Agence internationale de l'énergie. Donc à court terme, pas de pénurie. La mauvaise, si la crise dure encore 2 ou 3 mois, Patrick Pouyanné, le PDG de Total Energy, prévient qu'on entrera dans une ère de pénurie énergétique. Et le kérosène, lui, vient à 50% du Moyen-Orient, ce qui explique pourquoi Transavia a déjà annulé 2% de ses vols. Tu vois la réaction en chaîne? Énergie, transport, alimentation? Patrick Pouyanné, le patron de Total Energy, agite tout simplement le scénario de crise. Son raisonnement est assez simple. Hormuz, c'est l'un des principaux points de passage du pétrole mondial. Et si ce dernier reste fermé, se ferme longtemps, eh bien, une part importante de l'offre va disparaître d'un coup. Le marché va se tendre très rapidement. Et on le voit bien depuis le 28 février, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Pour autant, la France est-elle directement menacée? Eh bien, pas immédiatement. La France s'approvisionne aussi auprès d'autres pays, l'Algérie, la Norvège, les États-Unis. Et il existe aussi des routes alternatives. L'Arabie Saoudite tente en ce moment justement d'exporter via la mer Rouge. Néanmoins, même si Patrick Pouyanné décrit un risque réel, en tant que producteur de pétrole, il a aussi tout intérêt à charger le trait. Plus la menace paraît forte, plus les marchés réagissent. Depuis Athènes, Macron a dit que la situation est contrôlée et qu'il n'y a aucune raison d'envisager une pénurie. Il a aussi mis en garde contre les comportements de panique, et là, il n'a pas tort, la pénurie parfois on la crée soi-même en vidant les stations. Mais, et c'est là où ça devient intéressant, les experts ne sont pas sur la même ligne que lui. Macron a débloqué 400 millions de barils des réserves stratégiques via le G7, c'est bien, mais ça ne couvre que 20 jours d'exportation du détroit. Le Premier ministre Lecornu, lui, a annoncé 3 millions d'euros d'aide pour les grands rouleurs, pêcheurs et agriculteurs. Je me garderais bien de faire de la politique fiction, parce que c'est pas mon travail et surtout, je sais comment la psychologie peut se comporter. On n'est pas là pour expliquer le pire des risques. Parce que la pire des choses dans ces moments-là, où il y a des tensions, de l'incertitude géopolitique, c'est que ces tensions soient accrues par des comportements de panique. Et bien souvent, la pénurie, on la crée par ces comportements de panique eux-mêmes. Donc, je crois pouvoir vous dire à ce stade que la situation, elle est contrôlée.
qui a un impact sur les prix mondiaux que malheureusement vivent nos compatriotes, qu'on a mis en place des dispositifs d'aide sectorielle et un accompagnement pour les plus grands rouleurs, qu'aujourd'hui la situation ne nous fait envisager aucune pénurie et qu'on consacre plutôt notre énergie pour réouvrir le plus vite possible Hormuz. Et donc encourager les parties prenantes à aller au bout des négociations, stabiliser la situation et réouvrir Hormuz. C'est pour ça qu'on s'est mobilisé vendredi dernier. Et donc notre travail, c'est plutôt que dans les prochains jours et prochaines semaines, on puisse obtenir une réouverture complète, conforme au droit international à la liberté de navigation, sans péage sur le détroit d'Ormuz. Et là, les choses pourront progressivement revenir à la normale. On sait qu'il faudra un petit peu de temps pour restabiliser, parce qu'il faudra retrouver la fluidité logistique, il faudra faire redémarrer des capacités de production. Donc les choses ne sont pas simples. Mais on n'est pas dans le scénario, qui est un des scénarios du pire que vous avez décrit, qui est aujourd'hui pas le plus probable et qu'il ne m'appartient pas de commenter. On revient sur ce nouveau geste du gouvernement sur les carburants, Léo. Avec des aides prolongées et augmentées, mais toujours ciblées sur les secteurs les plus vulnérables. Il s'agit de faire tenir la croissance, dit le Premier ministre Sébastien Lecornu, qui étend aussi la liste des professionnels concernés. Le résumé des annonces avec Alexandra Paget. Du sur-mesure et pas de baisse massive de taxes. Matignon conserve la même doctrine. Pour les transporteurs, la réduction sera en mai de 20 centimes par litre. Pour les pêcheurs, l'idée c'est de passer de 20 à environ 30 centimes. Pour les agriculteurs, le gouvernement va plus loin avec une multiplication par 4 de l'accompagnement. On passe à 15 centimes par litre. Même scénario pour les taxis et VTC. Les négociations vont s'ouvrir dans les prochains jours. Et puis le gouvernement fait entrer de nouveaux secteurs dans le dispositif. Premièrement, le BTP. Une aide de 20 centimes par litre de gasoil non routier va être mise en place dès le mois de mai pour les entreprises de moins de 20 salariés et un geste vers les travailleurs modestes, rémunérés en dessous du salaire médian. Ces 3 millions de Français grands rouleurs, les infirmières par exemple, pourront déclarer leur trajet professionnel et pour se rendre au travail s'ils habitent à plus de 15 km et bénéficier d'un rabais forfaitaire de 20 centimes par litre pour les mois d'avril, mai et juin. Et les réactions dans la foulée, les pêcheurs qui réclamaient 40 centimes par litre jugent cette nouvelle salve d'aide très en deçà de la réalité économique de leur secteur. Les principaux syndicats agricoles, à l'inverse, disent accueillir positivement ces dernières annonces. Ces annonces étaient très attendues par les Français, mais concrètement, qui est concerné ? Déjà, seulement ceux qui utilisent leur véhicule dans le cadre de leurs fonctions. Les simples allers-retours sur le lieu de travail ne sont pas pris en compte. Il y a évidemment une distance minimum à parcourir, au moins 15 km de distance entre le domicile et le lieu de travail, ou 8000 km par an. Une aide qui permettrait en moyenne d'économiser 20 centimes par litre de carburant. Un soulagement pour cette infirmière à domicile. Elle peut rouler jusqu'à 200 km par jour. Si vous comptez que ça fait à peu près entre 12 et 15 euros par plein, ça diminuerait les frais supplémentaires qu'on a depuis à peu près 2 mois. Mais attention, seuls les travailleurs modestes sont éligibles. Ils sont environ 3 millions. Les conditions de revenus varient en fonction du foyer. Il faut gagner au plus 17 000 euros annuels pour une personne seule ou jusqu'à 50 000 euros pour un couple avec 2 enfants. On pense qu'au niveau des revenus, on va pas forcément être éligible. Nous avons un chiffre d'affaires assez élevé parce qu'on est bien loin des 35 heures, ce qui est dommage puisque beaucoup d'infirmières libérales se disent ça va pas être pour nous. Le Premier ministre a également précisé que les aides pour les pêcheurs, les transporteurs et les agriculteurs seraient reconduites ou rehaussées en mai si les prix ne baissent pas d'ici là. Cet éleveur d'Ille-et-Vilaine souhaite qu'elles soient renforcées. On sent qu'il y a des efforts de fait de la part du gouvernement, mais ça représente que 40% de la hausse, alors non, c'est pas assez. Les taxis et les VTC, eux, pourraient bientôt s'ajouter aux professions éligibles. Des négociations spécifiques devraient avoir lieu dans les jours à venir. Attention, la vidéo n'est pas finie. Si tu aimes ce genre de contenu, abonne-toi. Aidez cette chaîne à grandir avec un pouce, un commentaire ou un partage. Si vous n'avez pas aimé, dites-le moi en commentaire, je ferai mieux sur la prochaine. N'hésitez pas aussi à répondre à la question en description. Et là, Gérard Larcher lâche la vérité sur BFM TV. Nous n'avons pas les moyens d'amortir les crises. Pays surendetté, surfiscalisé, héritage du quoi qu'il en coûte du Covid. Le Sénat lui-même estime la dette à 64 milliards d'euros pour 2026, 4 milliards au-dessus des prévisions à cause du conflit. Ce que ça signifie pour toi concrètement, quand une crise arrive, l'État n'a pas les marges pour tout compenser. Les aides existent, mais elles sont ciblées et limitées. Si tu es travailleur indépendant, si tu roules beaucoup, si tu chauffes au fioul, tu es en première ligne avec peu de filets. Écoutez, il faut d'abord regarder la situation financière de notre pays. Situation financière de notre pays avec un endettement extrêmement élevé,
aucune capacité d'amortir les crises et la nécessité, on l'a vu hier, de réduire le budget de 6 milliards, 4 milliards pour l'État, 2 milliards pour la sécurité sociale, avant d'aborder quelconque politique de soutien face à la crise. Pourquoi ? Parce que cette crise, elle a des conséquences sur la croissance. Déjà, on a perdu 0,1 point de croissance. Ça peut apparaître techno, ce chiffre. Et ça sera ça fait 3 milliards. 0,2. 3 milliards, déjà. C'est l'augmentation des taux d'intérêt. Nous n'avons cessé de dire qu'on ne pouvait plus continuer à endetter ce pays. Ça fait aujourd'hui un coût de 3,6 milliards. L'augmentation des taux d'intérêt depuis le début de l'année. Et puis il y a naturellement l'accompagnement des moyens militaires, c'est 1 milliard. Cette réalité-là, eh bien, elle ne donne pas au gouvernement d'autres marges de manœuvre que de faire ce qu'il est possible de faire en direction de certaines catégories. Mais bien sûr, mais nous le disons depuis longtemps, nous n'avons pas les moyens. Nous n'avons pas les moyens et nous n'avons pas les moyens d'amortir les crises et de faire face dans un pays qui est déjà et surendetté et surfiscalisé. C'est ça la réalité de notre pays et c'est sur quoi d'ailleurs nous devrons avoir l'an prochain un débat. Comment on redresse ce pays ? Enfin, c'est quand même très décourageant ce que vous dites. C'est pas décourageant. Je crois qu'il faut dire la vérité aux Françaises et aux Français. C'est la question que beaucoup ne se posent pas, mais qui est centrale. Si l'Iran s'effondre économiquement sous les sanctions et le blocus américain, la crise pourrait se résoudre vite. Mais si l'Iran résiste, et il a montré par le passé une capacité à tenir sous pression, alors la fermeture d'Ormuz peut durer. Et là, les scénarios de perturbation pour les mois à venir deviennent très concrets. L'Agence internationale de l'énergie elle-même admet que son scénario optimiste de reprise d'ici mi-2026 pourrait se révéler trop optimiste. En clair, personne ne sait vraiment combien de temps ça va durer, et c'est ça qui devrait vraiment t'inquiéter. Quand du côté de l'Iran, de nouvelles images et de nouveaux témoignages nous parviennent et la crise s'intensifie sur place entre la récession, la montée du chômage et les coupures Internet, l'effondrement économique est en fait de plus en plus palpable dans le quotidien des Iraniens, Alexandra Paget. De son épicerie, il ne reste que des ruines. Fatmeh a perdu son commerce familial en quelques secondes dans un bombardement. Ça faisait des années que je tenais la boutique, 27 ou 28 ans. C'est ici qu'est né mon plus jeune fils. Comme elle, ils sont plus de 2 millions d'Iraniens à avoir perdu leur emploi depuis le début de la guerre, selon le ministère du Travail. Un nombre qui pourrait grimper en flèche à 10 ou 12 millions, soit la moitié de la population active, explique Roy Mouawad, économiste spécialiste des enjeux financiers internationaux. Concrètement, les frappes américano-israéliennes ont mis à mal les industries clés, pétrochimiques et pharmaceutiques, et endommagé les infrastructures, ce qui se traduit par des coupures d'électricité de 7 à 10 heures et des pénuries d'eau qui paralysent l'activité des entreprises. Autre facteur de poids, le blackout imposé par Téhéran. Il coûterait 35 millions de dollars par jour à l'économie du pays, soit 1,8 milliard de dollars depuis le début de la guerre. Mon travail dépend entièrement d'Internet et comme il a été coupé, ça a entraîné toute une série de problèmes. Internet est coupé, tout le monde perd son emploi. Nous avons besoin de savoir quoi faire. Le conflit fragilise une économie déjà en crise. Effondrement de la monnaie, flambée des prix. L'inflation a dépassé les 50% le mois dernier et pourrait encore grimper prochainement. Avec le carburant à 2 € le litre, la question revient sur toutes les lèvres. Est-ce qu'une voiture électrique, ça vaut le coup ? Recharger à domicile coûte environ 2,50 € au 100 km contre 12 € pour un thermique à 7 litres au 100. Sur 75 000 km, ça fait plus de 7 000 € d'économie rien qu'en énergie. L'entretien coûte en moyenne 30% moins cher. Le bonus écologique monte jusqu'à 7 000 € pour les ménages modestes. Mais, et c'est un grand mais, la rentabilité dépend entièrement de ton profil. Tu peux recharger chez toi, tu roules plus de 12 000 km par an, tu gardes ta voiture 5 ans, alors oui, ça vaut le coup. Tu vis en appartement sans prise, tu fais beaucoup d'autoroutes, l'équation est beaucoup moins favorable. Et la concurrence chinoise qui impose ses batteries à des prix défiant toute logique européenne fait baisser les prix, mais pose une vraie question de souveraineté industrielle pour la France. Ah mais volontiers, je serais bien passé à l'électrique il y a quelques semaines quand j'ai changé de voiture. Le problème c'est qu'on a fait le tour des concessions et par rapport au budget qu'on s'était fixé de 20 000 €, il n'y avait pas de véhicules qui rentraient dans ce budget, ou alors des véhicules d'occasion avec déjà un fort kilométrage, des autonomies insuffisantes par rapport à notre usage et avec des temps de charge rapides qui sont autour de 3 heures. Donc en fait ça rentrait pas du tout dans notre utilisation.
Et on n'a pas pu se permettre en fait de passer sur un véhicule électrique. Et même la Dacia, par exemple, Benjamin ? Oui, alors on est une famille de 4 personnes. La Dacia Spring, en fait, c'est un problème après aussi de taille des véhicules qui sera accessible à moins de 20 000 euros. Ça s'explique aussi par le fait qu'on n'a pas voulu faire de leasing auprès des concessionnaires. Et donc dans ces cas-là, pas de reprise des véhicules, ou en tout cas une reprise très faible. Et le fait de ne pas avoir le droit au montant de prime pour le coup de pouce particulier véhicule électrique, parce qu'en fait, ça fait partie de la classe moyenne, dite supérieure, et donc du coup, il n'y a aucune aide qui est attribuée. Donc vous avez renoncé ? On a renoncé, tout à fait. On n'est pas parti sur un véhicule GPL, du coup, pour réduire les coûts. Cette crise n'est pas une anomalie passagère. C'est le révélateur d'une dépendance que l'on n'a jamais vraiment réglée. L'État essaye de gérer, mais avec des marges très limitées. Les prix des produits dérivés du pétrole, plastique, emballage, engrais, transport, vont continuer à grimper et te toucher à la caisse du supermarché autant qu'à la pompe. Ce que tu peux faire toi maintenant, surveille ta consommation de carburant, anticipe tes pleins sans paniquer, serre les dents en attendant que ça passe. Si tu envisages de changer de voiture, fais vraiment le calcul selon ta situation. La lucidité vaut mieux que la panique.